Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici les titres. Le Cataclès et le siège de Canaan constituent, tout comme les trônes royaux, des sièges sur lesquels s'asseyaient les rois du Dahomey. Nous irons à leur découverte dans cette édition. Les pesticides chimiques sont une menace pour l'environnement et la santé humaine. Face à la demande bio, les producteurs se tournent vers les alternatives pour une production saine et naturelle. Et puis, portrait du premier écrivain noir qui a reçu le prix Goncourt pour son livre Batouala. C'était il y a 100 ans. René Maran a été longtemps tiraillé entre ses multiples identités. Les détails à suivre. Outre les trônes royaux, les rois du Dahomey avaient également des sièges sur lesquels ils s'asseyaient. Deux de ces sièges royaux se sont retrouvés à Paris après le pillage des palais royaux d'Abomey il y a plus de 129 ans. Il s'agit de Cataclès et du siège de Canaan. Dans le cadre de la restitution au Bénin des 26 trésors royaux, la rédaction de BB24 vous amène à la découverte de ces deux sièges et lève ici un coin de voile sur leur utilité et particularité. Comme tous les souverains du monde, les rois d'Abomey ont eu à leur disposition plusieurs sièges de fabrication locale ou étrangère. Celui-ci est un siège à 3 ou 4 pieds utilisé lors de l'intronisation du roi ou pour la consécration d'un chef de famille ou de culte. Ce siège est appelé Alada Zinpo, ce qui peut être traduit par siège d'Alada. À Tado, il est connu sous le nom de Cataclès. C'est un insigne de pouvoir qui appartient également à l'ensemble d'objets symboliques de royauté sur lesquels le roi pose ses pieds. Ce siège, prestigieux, est de facture Nago-Yoruba. Il a été collecté dans la ville de Canaan, un siège en bois rectangulaire à 4 pieds faisant 1 mètre de hauteur. Par son ampleur, l'assise de ce siège permettait à un homme vêtu d'une large robe de type agbada, comme en portaient les rois Yoruba, de s'y asseoir confortablement. Il est formé de 2 étages de personnages sculptés et peints qui soutiennent le plateau courbé qui forme le siège. Le premier étage montre un personnage assis, entouré d'une file de 10 servantes du palais, torse nu, portant des offrandes sur la tête. Parmi ces servantes, 5 tiennent un parasol, une sacoche, un crachoir, une pipe et un fusil ou une récade. Le personnage assis au centre est sans aucun doute le roi. Le deuxième étage, au niveau inférieur, fait penser à l'économie de la traite. On y voit des esclaves, 9 exactement, en tunique et pantalon, avec une chaîne au cou, encadrés par des soldats coiffés d'un bonnet et tenant un fusil. Tous les esclaves portent des scarifications sur les joues, des marques que l'on ne retrouve pas sur les figurines d'en haut. Cela indique qu'il s'agit de prisonniers Yoruba. Au musée où ce siège était exposé, la légende mentionnait qu'il s'agit d'un siège de dignitaires figurant à la cour du roi du Dahomey, à la résidence royale de Canaan. Merci à vous, Rodrigue Babagwito, pour cette belle signature. On parle également d'un autre trésor, il s'agit de la terre. La majorité des terres sont aujourd'hui très appauvries au Bénin. Comment en sommes-nous arrivés là? L'usage des traitements chimiques en est la cause. Pourtant, il est possible de s'en passer. Il existe aujourd'hui des alternatives aux pesticides pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles à l'agriculture. Amandine Aliamboussou nous en dit davantage à travers cet élément. 50% de la production agricole est perdue chaque année avant ou après la récolte dans le monde. Pour protéger les cultures des bioagresseurs nuisibles, les paysans font recours aux pesticides. Les pesticides, c'est des produits qui sont élaborés pour contrôler ou tuer les pestes, c'est-à-dire les insectes. Si vous entendez cide, ça veut dire que ça tue. Et parmi ces pestes, nous avons les insectes, nous avons les champignons,
nous avons toutes sortes d'insectes qui peuvent vraiment endommager la culture. En plus de tuer l'espèce visée, les pesticides chimiques de synthèse peuvent contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, en tuant les pesticides, on dégrade, on tue la vie microbienne du sol. Or, sans la vie microbienne du sol, il ne peut pas avoir de bons rendements, il ne peut pas avoir l'agriculture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de paysans constatent que nos terres sont très pauvres de jour en jour. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les pesticides étaient néfastes pour la santé. Il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes de fibrome. Il y a plusieurs maladies quand même qui sont à la base de l'utilisation des pesticides. Même dans les vallées, les zones humides, on rencontre des personnes qui vont déverser ces herbicides dans les zones humides, disant qu'ils veulent contrôler les herbes. C'est une aberration totale. Vous voulez planter sur un terrain et le terrain est déjà contaminé par les herbicides. Qu'est-ce que vous voulez récolter pour l'homme? Sans une terre en bonne santé, on ne peut pas avoir des récoltes qui vont servir à la nutrition ou à l'alimentation humaine. Même à l'alimentation animale, ce n'est pas possible. Pour changer la donne, des solutions existent et se multiplient afin de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Nous avons l'huile de Nîmes, nous avons les feuilles de Nîmes, nous avons les graines de Nîmes. À part cela, on peut ajouter cela le savon coton pour finir la solution, puisque l'huile de Nîmes, on le fait dans une solution, on le mélange à de l'eau, que ce soit et les feuilles de Nîmes, aussi on les utilise, mais aussi nous avons le gingembre, nous avons l'ail, nous avons le tabac et nous avons la cendre. Nos paysans savaient faire la rotation des cultures. Nos paysans savaient faire l'association des cultures. Il y a même les luttes étagères. On connaît tout ça. Si cette semaine de recherche d'alternatives pour les pesticides peut vraiment inspirer nos autorités, nos décideurs à regarder au niveau local ce qui est utilisé, moi je pense que ça peut enrichir notre économie parce que nous allons utiliser de moins en moins ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous coûte vraiment excessivement cher. Cultiver sans pesticides chimiques de synthèse, c'est bien possible. La règle fondamentale de l'agriculture est de respecter les écosystèmes naturels et de penser agronomie plutôt que chimie. Vous le savez sans aucun doute, des entreprises naissent chaque jour pendant que d'autres ferment très tôt leurs portes. L'une des raisons de ces fermetures brusques est le défaut de cartographie des risques, un véritable outil de prévention et de gestion des risques au travail. Que gagnent les entreprises à disposer d'une cartographie des risques? Armand Badedji est expert en management de qualité et nous parle de la cartographie des risques. Des entreprises ferment leurs portes juste parce qu'un risque n'a pas été identifié ou bien un risque a été identifié mais a été mal évalué ou bien a été identifié mais a été carrément ignoré. Et quand ce risque survient, vraiment, les entreprises ont du mal à pouvoir gérer ce risque puisque rien n'a été prévu comme action de maîtrise de risque. Et donc du coup, le temps qu'il faut pour mettre une action, prendre une décision, les ressources qu'il faut pour gérer le risque, ils sont souvent, c'est déjà un peu tard et ils subissent ce risque. Ils perdent soit des marchés, ils perdent soit des clients, ou bien carrément c'est des risques liés à la fiscalité, à l'impôt, ils sont fermés, sont redressés. Voilà, donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui ferment leurs portes et des projets échouent juste parce que l'aspect risque est souvent négligé. Bien vite, et j'exhorte les entreprises, les chefs d'entreprise à identifier les risques liés à leur activité. Ils n'ont rien à perdre à le faire. Ils n'ont rien à perdre à prendre des mesures pour anticiper. C'est donc pour gérer ces risques qui peuvent nuire à l'entreprise qu'on élabore un document qu'on appelle cartographie des risques. Toute entreprise doit pouvoir détenir cet outil-là, ce document qu'on appelle cartographie des risques. Et la preuve, vous voyez, aujourd'hui toutes les normes de management ISO prioritairement, ISO 9001, 14001 pour l'environnement ou 45001 pour la santé et sécurité au travail, toutes ces normes-là exigent qu'une entreprise puisse identifier ses risques et puisse les maîtriser à travers le document qu'on appelle la cartographie des risques.
Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le prix Goncourt 2021 revient au Sénégalais Mohamed Bougassa pour son roman « La plus secrète mémoire des hommes ». Le premier écrivain noir à avoir reçu le fameux prix Goncourt est le Martiniquais René Maran pour son livre « Batouala ». C'était il y a 100 ans. Son portrait est ici réalisé par nos confrères de France 24. Premier écrivain noir à recevoir le prix Goncourt, René Maran a longtemps été tiraillé entre ses multiples identités, celles d'homme noir, d'antillais, mais aussi de citoyen français. Ce fils de Guyanais né en Martinique est envoyé à Bordeaux en 1895 pour y faire ses études. Il a alors 7 ans. Une fois son diplôme en poche, René Maran met le cap sur l'Afrique et devient administrateur colonial de Lubangui-Tchari, future Centrafrique, en 1910. Une expérience dont il tire son premier roman. C'était déjà un écrivain avec une plume de poète qui s'est retrouvé en Afrique dans un terrain complètement différent de Bordeaux où il avait grandi. Et ce choc est extraordinaire et se traduit par Batouala, donc ce roman. L'histoire d'un guerrier et chef de tribu qui voit arriver la colonisation. Batouala dénonce avec force le racisme et les abus de pouvoir des Français en Afrique. Peu après sa publication en 1921, René Maran se voit décerner le prix Goncourt, une consécration qui lui vaut également des controverses et notamment des accusations de racisme anti-français. Considéré comme un précurseur de la négritude, Maran s'en démarque pourtant par son attachement à la France et sa foi envers le rôle protecteur de la colonie. René Maran écrira une vingtaine de romans sans jamais parvenir à renouer avec le succès de son premier livre. Il décède en 1960 à l'âge de 72 ans, au moment où s'amorcent les grands tournants de la décolonisation. D'autres sujets ont aussi marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde entier. Je vous invite à présent à suivre Écho Inter de ce jeudi. C'est une signature de Héloïse Winato. Les États-Unis annoncent la suspension de la Guinée et du Mali de l'AGOA d'ici le 1er janvier 2022. L'AGOA, c'est l'African Growth and Opportunity Act, la loi sur le développement et les opportunités africaines adoptée en 2000 sous l'administration Clinton. Elle promet aux États africains d'exporter sans droit de douane vers les États-Unis. Mais pour la Guinée et le Mali, la sanction américaine, si elle se concrétise, aura peu de conséquences économiques, puisque la Guinée n'exporte quasiment rien vers l'Amérique. Elle vend son minerai de bauxite à la Chine. Et quant au Mali, il exporte surtout de l'artisanat d'art vers les États-Unis, mais son or part à Dubaï et le coton malien vers l'Asie et l'Europe. L'Équateur va procéder à l'augmentation de 50% de la réserve maritime de l'archipel des îles Galapagos et le Costa Rica. La protection de cette nouvelle zone protégée sera financée grâce à un échange de la dette économique du pays, très aggravée par le Covid-19. L'opération est dénommée « Dette contre nature », une opération ambitieuse pour contrer les effets néfastes des changements climatiques. 3 institutions financières internationales se sont unies dans une alliance pour gérer cet échange de dettes. Pour démarrer le système, une banque internationale déjà identifiée va prêter 600 millions de dollars, soit 340 milliards de francs CFA à cette alliance. Ce n'est pas inédit, il y a déjà eu dans le monde près de 70 opérations de cette sorte, mais celle-ci sera de loin, de très loin, la plus importante jamais réalisée sur la planète. Les États-Unis ont lancé la vaccination des jeunes enfants contre le Covid-19. Les injections de vaccins aux enfants de 5 à 11 ans ont commencé depuis le mardi 2 novembre. Une nouvelle étape de la campagne d'immunisation saluée comme un tournant décisif dans la lutte contre la pandémie. Les centres de prévention et de lutte contre les maladies ont officiellement recommandé le vaccin Pfizer après l'autorisation en fin de semaine dernière par l'Agence américaine des médicaments. Il est toujours administré en 2 injections à 3 semaines d'écart, mais le dosage a été adapté à 10 microgrammes par piqûre contre 30 microgrammes pour les groupes plus âgés.
Et puis du piment qui pousse dans l'espace, c'est une réalité. Après 4 mois d'attente, les astronautes de la Station spatiale internationale ont pu récolter leur piment. Expérience de culture la plus complexe jamais menée dans l'espace et dont les bénéfices pourraient être multiples. Pour la première fois de l'histoire, en plus du bœuf, des tomates réhydratées et des artichauts, ils ont pu y intégrer des piments qu'ils ont fait pousser à bord de l'ISS. C'est un tweet de l'astronaute américaine Megan McArthur. Comme quoi, la vie est possible sur notre planète. C'est sur ce condensé de l'actualité au plan international que se referme ce journal que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.